Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Daniela Popor, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui pour Où va le monde, on va discuter des femmes, du vieillissement. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter vous-même à nos auditeurs. Bonjour. Bon, alors je suis une femme. Je suis sûrement en train de vieillir, mais je n'en ai pas vraiment une idée réelle. Sinon, pour décliner un peu une identité plus officielle, je suis psychosociologue, matinée de philo un peu, j'en ai fait pas mal, oui, c'est vrai. Et puis de neurosciences aussi, parce que c'est très intéressant de savoir ce qu'il y a dans le cerveau, de comment on fonctionne. Et puis tout ça sur fond de questionnement, parce que c'est ma signature intérieure, dans le sens où, je ne veux pas être méchante, mais j'ai lu une phrase de Kundera Ouais, qui dit qu'on est un peu dans une inflation, une obésité du comment et pas du pourquoi. d'accord. Alors moi, je prends plutôt la catégorie du pourquoi, et c'est la raison pour laquelle je me suis penchée sur pourquoi est-ce tellement difficile de vieillir dans nos temps actuels. Je pense qu'avant, c'était beaucoup plus facile, c'était beaucoup plus simple. Est-ce qu'il faut que je me présente encore plus ou ça va? C'est bon? Je Ah ouais, pense. si. Ben non, mais attendez. J'ai monté, enfin j'ai fondé et dirigé pendant une trentaine d'années J'ai pas osé vous le souffler. un institut ethno-qualitatif où j'ai travaillé pour des entreprises de commerce, de, de fabrication, enfin des grands groupes, autour du lien entre les consommateurs, les usagers, les citoyens et les institutions, les magasins, les distributeurs et les marques. Voilà, donc ça m'a pris pas mal de temps avec des grosses études un peu fondamentales. Voilà, et puis sinon je suis intervenante ou prof à l'ISCOM en Master 2, donc j'essaye de voir avec ces étudiants qui ont, je sais pas, entre 22 et 25 ans, j'essaye de voir un peu s'ils envisagent un avenir, enfin s'il y a pour eux un avenir possible, Ouais. et si oui, de quel côté. Voilà, et puis j'ai fait de longues années comme accompagnatrice de chômeurs qui cherchent désespérément à mettre en place un travail qui corresponde à leur projet, ce qui n'est pas des plus faciles. Mhm. Et puis voilà, et puis en gros maintenant, je suis consultante toujours, et puis auteur d'un livre là qui nous concerne un peu, qui s'appelle L'aventure au coin de la ride, Ouais. parce que c'est toujours une aventure que de vieillir et la ride est là, mais si on le prend du bon côté de la ride, ça peut être assez marrant et sympathique. Et puis j'ai un autre bouquin qui est sorti, enfin qui se réédite en ce moment, et puis j'en ai un troisième qui est sur le feu. Voilà. Bon, on s'ennuie pas. Je pense pas, non. Alors, on pourrait commencer par les particularités du vieillissement chez les femmes. Est-ce qu'il y a des particularités du vieillissement chez elles? Alors, alors, si vous parlez chez la femme, donc ça veut dire que c'est pas pareil que chez l'homme, je sais pas, hein, parce que maintenant qu'il y a plein de sexes, je sais pas trop lesquels, mais enfin, disons qu'il y a une particularité chez les femmes, c'est vrai. Mhm. Alors, il y a plusieurs entrées possibles pour expliquer ça. Mhm. Alors, déjà une qui est l'allongement de la durée de la vie. Ça veut dire l'allongement de la durée de la jeunesse. Ça veut dire que les femmes qui ont 50 ans ou 60 ans, maintenant, c'est vrai qu'elles se vivent plutôt comme des femmes de la quarantaine. Donc, par rapport à ça, il y a un petit problème, qui est qu'elles ne peuvent pas être mises en compétition avec les trentenaires ou les quarantenaires, même si à l'intérieur, elles se sentent beaucoup plus jeunes. C'est biologique, d'ailleurs. Il y a des biologistes qui ont vu, je ne pourrais pas vous expliquer comment, qu'il y a une différence de 10, 15 ou même 20 ans Mhm. entre l'âge légal, l'âge réel et l'âge que l'on se sent, l'âge qui est subjectif, l'âge que l'on est.
pas l'âge de ses artères, ça, mais l'âge que l'on se sent par son esprit, ses émotions, ses capacités de s'aventurer, etc. Et donc, à ce moment-là, elles sont dans une sorte de paradoxe et d'oxymore un peu, qui est elles veulent être jeunes tout en n'ayant pas les moyens, et je parlerai des moyens après, de l'être. Alors, quels moyens? Le problème lié à l'allongement de la durée de la vie, je vais parler aussi de l'allongement de la qualité du regard qui n'est pas très bienveillant de la société, des hommes, des recruteurs, des employeurs, etc., qui cherchent plutôt des catégories de femmes beaucoup plus jeunes que les ménopausées ou que les sexygénaires ou les sexagénaires ou les etc. ou plus. Donc ça veut dire qu'elles sont coincées entre une représentation d'elles-mêmes. L'apparence joue beaucoup. Il y a une étude d'un recruteur qui montrait, je l'ai vu il y a quelques semaines, que les femmes maquillées avaient 15% de plus, je crois, d'être recrutées que les pas maquillées. Voilà. Donc il y a quelque chose que j'appellerais une séduction normale et archaïque. Pourquoi est-ce qu'elle est archaïque? Parce que dans l'espèce des vivants, des animaux, les oiseaux, donc des fois c'est le mâle qui a des belles plumes, des fois, enfin, etc. Il y a toujours une séduction qui va dans le sens de la perpétuation de l'espèce. Donc on est dans une approche évolutionniste, quoi. On est dans une approche où une femme qui manifeste des aspects de la quinca, enfin de la quinquagénaire ou plus, donc qui est ménopausée, c'est-à-dire qui n'est pas fécondable. Donc si une séduction est là, mais ce n'est pas une séduction pour archaïquement se mettre dans une procréation possible pour la continuation de l'espèce. Donc on va se trouver dans une nécessité pour la femme de s'estimer elle-même, pour être suffisamment sûre et forte pour se dire, même à 50 ans ou à 60 ans, eh ben, si j'ai envie de séduire, je séduis. La séduction, c'est pas que la qui séduction n'a pas physique. uniquement pour aboutissement de procréer et de pouvoir... Non, c'est pour aboutissement de créer un lien. Je veux dire que séduire, c'est pas que séduire jusqu'à la sexualité, ça n'a rien à voir avec ça. C'est séduire, mais je trouve que c'est ne pas renoncer à ses capacités de relation avec quiconque. On peut séduire un homme, une femme, un enfant, c'est naturel. Alors, bon, ça c'est la question de l'allongement de la durée de la vie, de la jeunesse. Il y a une autre question qui est que pendant toute sa vie, les femmes sont face à ce que j'appelle des ruptures de la vie, c'est-à-dire des chocs. Il y a le choc de l'accouchement, il y a le choc de la ménopause, il y a le choc du divorce quand le conjoint s'en va, il y a le choc ou quand la conjoint... Enfin, bon, 75% c'est les femmes qui initient le divorce, hein. Plus que les hommes. Oui, mais les femmes, elles vont rester avec leur enfant et elles ont le choc de la monoparentalité. Ce qui veut dire fatigue, en plus elles bossent, etc. pour gérer un peu le foyer. Donc c'est vrai que ces chocs, ça veut dire une sorte d'habituation quand même à des changements. Un changement de corps, bon, l'homme aussi change de corps à l'adolescence, mais c'est vrai que les premières règles, enfin, ou les règles, ou les accouchements, quand même, c'est quand même un gros truc. Bon, à partir de là, comment je dirais, effectivement, elles doivent affronter, donc dans ce registre-là, elles affrontent le temps qui passe, enfin une sorte de temporalité. À un moment donné, quand il n'y a plus les accouchements et quand il n'y a plus les règles et quand il n'y a plus tout un tas de trucs qui va autour, elles affrontent là une sorte de seconde vie, avec l'expérience de la première, mais la seconde, pour certaines, voudrait être meilleure que la première, vu qu'on est toujours dans un registre de performance et
et d'optimisation et d'inflation de soi et de sa performance. Encore, hélas, mais on y est toujours. Et donc, par rapport à ça, elles vont tout faire pour bien vieillir. Ouais. C'est un terme que j'aime pas du tout, hyper marketé, hyper utilisé par toute l'économie, la silver economy et compagnie, et qui est quand même une capacité de donner des injonctions assez dures à la femme qui est, par exemple, et des sources d'alarme qui sont, si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne faites pas de sport, si vous ne mangez pas bien comme moi, je vous l'aurais dit, c'est-à-dire attention au sucre, attention à ci, attention à ça. Si vous ça et si vous ci, eh bien, vous vieillirez mal. Il y a la question de la consommation derrière, et puis par rapport à votre parcours personnel, vous entendez bien qu'on pousse la personne à être un bon consommateur. Il faut bien lui vendre quelque chose, quoi. Absolument. Donc c'est tout ce que j'appelle le marketing du vieillissement. Mais ça répondrait peut-être à une des questions que j'allais vous poser, à savoir est-ce que on arrive bien à vieillir? Est-ce qu'on accepte en ce moment de vieillir? Et peut-être que finalement pas du tout, en fait. Tout ça, ce serait peut-être une tentative désespérée de ralentir quelque chose, ou comme vous dites, de bien vieillir, quoi. Alors, ce que l'on pourrait dire, c'est qu'il y a quand même une pesanteur du social, des évolutions de la médecine et de la science, mais qui font que même si je ne fais rien, je saurais que je pourrais faire quand même un petit quelque chose pour avoir une apparence de plus jeune. Mais je me demande si la médiatisation ne joue pas un rôle important, parce que finalement, en fait, ça me fait penser, j'étais en train de faire le parallèle avec les parents qui culpabilisent toujours de ne pas être assez bons parents, les hommes de 40-50 ans qui commencent à avoir du ventre et puis qui ont l'impression qu'à 40-50 ans, on peut avoir de jolis abdos en regardant la télévision. C'est-à-dire qu'à force d'augmenter les images par la médiatisation, on trouve toujours quelqu'un de mieux. Et donc, on pourra avoir cette sensation qu'on est toujours moins bien. Vous savez, c'est comme le coup d'avoir demandé à ce que des femmes classiques, normales, puissent être dans des publicités, parce qu'elles en avaient marre de voir des femmes qui, à 50 ans, avaient des corps de femmes de 25, et de se dire, mais en fait, je suis grosse. Voilà. Mais 99% des hommes et des femmes se trouvent moches ou gros par rapport aux standards télévisés. Donc, je me suis dit que c'est peut-être la médiatisation qui nous met dedans, images, en fait, quoi. Oui. Eh ben, ce sont les images. Enfin, je veux dire qu'en publicité, quand on voit une femme qui se serait laissée pousser les cheveux gris, enfin qui aurait des cheveux gris, en fait, quand vous regardez bien, c'est déjà une femme qui a des dents parfaitement blanches. Ah bah oui, alignées, blanches, magnifique. Alignées blanc. C'est une femme qui est hyper bien coiffée, donc elle connaît déjà les bons coiffeurs. Elle a un look qui est sans reproche. Et à partir de là, les cheveux gris, ça va. Elle n'a pas de rides, de toute façon. Elle est un peu bronzée, elle a très peu de rides, ou des rides qui sont super sympas, enfin, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose... Des rides super sympas, c'est pas mal, ça. Des rides super sympas. Ouais. Mais oui, parce qu'il y a des rides moches et des rides super sympas. Donc, on a les rides que l'on mérite aussi, hein, mais des fois, on ne fait pas exprès. Donc, juste pour vous aller dans votre sens, ça médiatise un maximum. Ça médiatise pour des raisons économiques, c'est évident, mais ça médiatise aussi parce que derrière, il y a la poussée des femmes qui se flageolent un peu elles-mêmes. C'est-à-dire que les femmes se font le reproche de ne pas être à la hauteur de ce qu'elles devraient être, à la hauteur d'un vieillissement. Vieillissement, c'est même pas un terme peut-être, ou d'une maturité, d'une maturation. Enfin, je ne sais pas, je ne vais pas parler d'une femme blette, je vais dire qu'elle a maturé comme il faut, quoi, comme le bon vin. Bon. Enfin, c'est peut-être pour un homme, ça, non, le bon. Et c'est aussi pour la viande, la maturation. Mais c'est bien, ça nous donne des images. On est passé de la blette au vin à la viande. D'un seul coup, donc, on est sur l'alimentaire. Qu'est-ce qui se mange et qu'est-ce qui se mange pas? Qu'est-ce qui se mange pas? Alors donc, vous m'avez, voilà, vous avez coupé ma pensée, mais je vais la retrouver. Donc, tout ça pour vous dire qu'elles se reprochent à elles-mêmes de ne pas être à la hauteur de l'image qu'elles aimeraient montrer. Mais, et c'est là où c'est très compliqué, encore plus compliqué, c'est qu'il y a des inégalités, que tout le monde ne vieillit pas de la même façon, mais vraiment pas. Et puis, je vais vous dire un truc.
J'ai connu quelques femmes de mon entourage qui deviennent des grands-mères. Moi, je ne sais pas. Qui deviennent des grands-mères. Et qui me disent, oh ben tu sais, depuis que je suis grand-mère, eh ben je laisse pousser mes cheveux parce que maintenant je suis une grand-mère. Alors je dis, mais écoute, attends, t'es pas qu'une grand-mère, t'es une femme, quoi. Enfin, non. Oui, mais bon, maintenant, moi, je me dévoue à mes... Bon, bref. Donc, elle s'enveloppe d'une chape identitaire qui est la chape de la grand-mère, c'est fastoche. Il n'y a plus rien à faire d'autre que de grossir un peu, c'est pas grave, les enfants, ils aiment bien être dans le giron et puis faire des confitures, être un peu grand-mère. C'est une catégorie de femmes. Maintenant, il y a les grands-mères super in qui sont plutôt pas du tout comme ça. Donc, ils font très attention, tout ça. Ce sont les jeunes grands-mères et qui se dévouent quand elles le veulent et qui ne le veulent pas tous les jours parce qu'elles ont des expos à aller voir ou des trucs comme ça. Et il y a surtout des gens qui n'ont pas les moyens culturels ou économiques de se payer des soins, des coiffeurs, un look, des vêtements, un peu de chirurgie esthétique ou d'un filtre ou de je ne sais pas quoi. Elles n'ont pas les moyens. Donc elles ne peuvent pas être à la hauteur, entre guillemets, de ces femmes qui, elles, auront les moyens de le faire, même si le résultat n'est pas toujours au top. Mais justement, ça m'amène à une question. Je me demandais si la féminité n'était pas recherchée par les femmes pour essayer de ralentir, pour avoir un effet anti-âge. Et donc je me demandais déjà avant tout, c'est quoi la féminité selon vous en fait? Alors, et peut-être que la question est mal formulée. Oui, parce que la féminité... Depuis tout à l'heure, pour tout vous dire, je vous fais une parenthèse. Je m'imagine avec un homme devant moi, spécialiste de la masculinité et du vieillissement des hommes. Et je me demandais s'il me dirait la même chose du côté des hommes. Ah ben non. Ouais. Enfin, j'ai pas l'impression. Enfin, je sais pas. Alors, la féminité, c'est quoi? Oui. Je regarde pas. C'est difficile, hein. La féminité, C'est une question qui est à la fois simple, mais la réponse n'est pas évidente, parce qu'on peut renvoyer ça à la maternité, à la séduction. Voilà, j'aime bien les questions qui n'ont pas de réponse. Ah bah, les questions qui n'ont pas de réponse, et je recite la citation de Kundera, que j'ai pas en tête, mais en gros, il dit les questions qui n'ont pas de réponse montrent notre limite humaine et donc notre existence réelle. Alors je vais dire quand même que la féminité, c'est effectivement la capacité à se sentir femme. Parce qu'on peut être femme, mais sans sentir qu'on est une femme. Alors votre question, en plus, ça serait oui, mais se sentir femme, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça s'exprime par des vêtements, par quoi? Alors je dirais ben non, et puis on ne veut pas dire non plus une femme, c'est tendre, c'est doux, etc. C'est plus comme ça maintenant. Une femme, ça peut s'imposer. Une femme, et est-ce qu'on peut dire qu'une femme c'est comme un homme maintenant? Non, c'est différent, c'est extrêmement différent. Mais c'est subtil, c'est nuancé, et on ne peut pas avoir de réponse claire. La féminité, c'est le mystère que vous posez. Et pour les hommes, c'est un mystère toujours, non? Et puis, c'est pas que un statut, le statut de mère ou de grand-mère ou d'amante ou de femme ou de je sais pas quoi. Non, non, c'est beaucoup plus que ça et différent. C'est quelque chose d'imperceptible, même pour les femmes. Si je leur demande c'est quoi pour vous la féminité, bah écoute Daniel, je sais pas moi, j'ai pas l'air d'une femme. Alors je dis bah oui tu as l'air, mais est-ce que donc c'est très compliqué mais c'est intéressant. Bah, moi ça, en fait ça m'évoque, j'étais en train de puiser dans mes expériences passées, je me disais que il arrive un âge où la personne pourrait paraître un peu asexuée, c'est-à-dire que on ne verrait plus la différence entre l'homme et la femme, et que quand une femme se sent femme dans le regard de l'homme, ou quand l'homme se sent homme dans le regard de la femme, il garderait son statut, et qu'il y aurait peut-être quelque chose à cultiver, je ne sais pas. Alors, c'est très intéressant votre remarque. Je vais vous dire pourquoi c'est un peu narcissique. Parce que il y a assez longtemps, j'ai fait une grosse étude sur le temps.
le temps qui passe, enfin le temps long, le temps court, le truc, le temps. De grosses études. Et dans cette étude, je lançais une hypothèse qui est qu'à la ménopause, enfin je parlais de la ménopause au sens large, à la ménopause, il y a une sorte d'affaiblissement des différences, ou plutôt dans un vieillissement post-ménopause, des différences physiques entre l'homme et la femme. Et parfois, quand une femme marche dans la rue, moi j'ai l'impression que c'est un homme, quand je suis de dos, soit parce qu'elle n'a pas les attributs féminins, ou parce que, bon, c'est vrai qu'à des moments donnés, il y a des choses qui apparaissent un peu qui sont du même registre que le masculin. Bon. Et donc, du coup, et des fois, il y a des hommes aussi un peu, parfois, qui ont des attributs un peu, enfin, pas neutres, mais mixtes, mixtes. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps de la femme qui n'est plus rythmé par les règles, ça devient un peu pareil que le temps de l'homme, enfin, ou à peu près quelque chose comme ça, le temps intérieur. Bon, mais sinon, pour revenir à la féminité, mis à part la séduction, entre guillemets, mais l'homme aussi est dans la séduction, et pour parler de la sexualité, justement, dans le bouquin que j'ai écrit, donc j'ai des chiffres là que je n'ai pas forcément en tête, mais je pense que 50% de la sexualité des femmes peut s'exercer jusqu'à la fin. Et la fin, c'est à 80 ans ou 90 ans. On a vu dans des EHPAD des couples qui s'aimaient d'amour tard, très très tard. Il y a quelques publicités maintenant ou quelques images qui apparaissent de revendication de l'amour sexuel, enfin oui, sexuel aussi, parce que avec une peau qu'on qualifierait de très 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 vieille, ridée. Eh bien, il y a une tendresse, il y a une tendresse plus que la tendresse aussi, une tendresse plus amoureuse. Et donc ça, je pense que c'est si on cultive ça, si on entre dans l'aventure au coin de la ride, justement, c'est-à-dire les chemins de traverse sont intéressants. Il ne faut pas faire que suivre une identification à ce que la société veut de nous, les femmes. Il y a des femmes très, très, très bien. Je pense à une designeuse, je n'ai pas en tête son nom, une grande designeuse qui elle-même était grande au plan physique, mais très connue, célèbre. Et quand on voit son visage, on voit qu'elle n'a rien fait. Mais elle est tellement belle dans ses créations et forte qu'elle n'a pas besoin de rentrer dans ces catégories de réparer le temps, d'être dans une utopie de la réversibilité du temps. C'est utopique, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Selon vous, pourquoi on reproche aux femmes de vieillir? C'est une question que je me suis posée. Oui. Les hommes ont tendance à... Enfin, on leur attribue le reproche, mais il y a quand même une tendance que moi j'ai pu aussi observer beaucoup, à savoir que les femmes entre elles peuvent se faire le reproche de vieillir, et le reproche ne vient pas forcément des hommes en fait en soi, comme si on avait intériorisé quelque chose, qu'on s'était critiqué soi-même, et qu'entre femmes, on se jugeait, on se montrait du doigt, peut-être pour se rassurer, peut-être pour rappeler le droit chemin, entre guillemets, à la femme, qui ne doit pas vieillir. D'où ça sort, ce truc-là? Ça sort de toute la fabrication d'une société dans laquelle on baigne, qui est la société de la performance, du jugement de l'autre. On pourrait imaginer que dans une autre société, ce ne serait pas comme ça, dans d'autres endroits du globe, je pense il n'y aurait pas ces questions. Je pense que ça ne serait pas comme ça. Donc, quand on est dans le jugement, ça veut dire qu'on a été dans la comparaison. Je me compare. Je me compare. Ah bon, donc je me juge moi soit plus moche ou plus vieille, ou elle soit plus moche, soit plus vieille, etc. Donc il y a une question de nivellement de la pensée par le bas, mais par contre de hiérarchisation de ce qui est très bien, on ne sait pas pourquoi, ce sont des valeurs qui sont intégrées, ingérées, et notamment chez les femmes, parce elles ont été, et elles le sont encore, très, très, très emplies de toute la médiatisation et de toutes ces injonctions qu'elles ont internalisées, d'être comme ci, comme ça, belle, tout ça, lisse, tout ça. Et à ce moment-là, elles ont internalisé l'idée qu'elles
elles n'existeraient ou elles seraient bien si elles étaient jeunes, minces, musclées. Mais elles seraient donc prises dans la question de la séduction tout le temps, en fait. Pas dans la séduction, mais vis-à-vis d'elles-mêmes. Si on me regarde pas, si je plais pas, je vois rien. Donc il faut qu'on me regarde, parce que j'associe le vieillissement au fait qu'on va pas me regarder, que je serai pas désirable. Est-ce que c'est quelque chose d'aussi simple ou c'est plus compliqué? Non. C'est plus compliqué que ça, mais on est quand même dans une perpétuelle mise en synergie avec le social, avec le regard social, et une synergie même avec nous-mêmes, comme si on était coupé en deux, comme s'il y avait une sorte de dichotomie à l'intérieur de nous qui, d'un côté, voudrait lâcher prise. Le lâcher prise, c'est à la mode maintenant. Il voudrait lâcher prise, mettre ses valises un peu par terre et se disent bon ben ça va quoi. Qui suis-je vraiment? Enfin, une espèce de recherche du bonheur eudaimonique, hein, c'est ça. Mais on est plutôt dans le bonheur hédoniste. Et le bonheur hédoniste, c'est la jouissance, c'est la rapidité de la satisfaction de nos besoins, alors que l'autre, c'est le bonheur qui est plutôt le bonheur plus de l'esprit, ou de la recherche de sens, ou de qui l'on est vraiment. Donc tout ça pour dire que votre question c'était pourquoi est-ce qu'on reproche, enfin, pourquoi est-ce qu'il y a un reproche quelque part. Alors, j'ai l'impression qu'on le fait moins aux hommes. Peut-être les hommes sont peut-être moins embarrassés par cette question envers eux-mêmes, et c'est peut-être les femmes qui sont plus embêtées par cette question envers elles-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, mais les femmes, elles se reprochent à elles-mêmes. Un reproche en deux groupes, quoi, vous voyez? Oui, c'est une reproche. Je vois des hommes qui sont moins embarrassés que cette question, il me semble. Elles sont embarrassées parce qu'elles sont toujours dans la recherche au top, quand même, quelque part. Alors, j'ai lu un article, mais je n'ai pas lu encore le bouquin, qui parle de la vertu de l'assez bien. Assez bien. Moyen. Un peu médiocre. Pas mal. Passable, comme on disait, non? Non, c'est pas passable. C'est assez bien. C'est pas très bien et c'est pas mal. C'est convenable, alors. Oui, mais ça veut dire aussi que... Et il y a une phrase que j'ai retenue de cet article, et la phrase, elle dit, ce n'est pas parce que je ne suis pas quelqu'un, ce n'est pas parce que je ne suis pas quelqu'un que je suis personne. Et ça, c'est très intéressant, parce que tout le monde veut être quelqu'un. Quand tout le monde est sur les réseaux en se montrant avec son vrai visage ou son faux visage, ou son identité réelle ou pas, ou son âge réel ou pas, ça veut dire qu'on aimerait être quelqu'un avec un maximum de likes, et de reconnaissance et de regard que l'on porte sur soi via le réseau interposé, mais quand même. Mais quand on perd son téléphone, il y en a qui disent « je ne suis plus rien ». Je n'ai plus de regard et de capacité de rencontrer quelque chose qui justifierait mon existence. C'est Pascal qui disait que l'homme était incapable de rester seul dans une chambre pendant toute une journée, ce qui est un peu vrai. Seul, c'est-à-dire, enfin, il ne connaissait pas les ordi et compagnie. Donc tout ça pour dire qu'il y a un reproche, effectivement, des femmes vis-à-vis d'elles-mêmes, mais je dirais aussi des hommes vis-à-vis des femmes. Et je vais vous dire pourquoi. Et je reprendrai un peu ce que j'ai dit au début. Au début, je parlais dans le cerveau, là je reprends mes neurosciences, là, il y a le territoire paléolimbique, d'une part, et enfin bref, toute cette zone un peu archaïque, la zone réflexe, mais aussi la zone de perpétuation de l'espèce, qui est paléolimbique, donc, et qui veut dire il faut que je me perpétue. Et quand on rencontre une femme qui est vieille, il y a quelque chose de l'archaïque qui se réveille et puis qui dit non mais attends, mais pas celle-là. Celle-là, elle n'est pas fécondable, celle-là, elle n'est pas en perpétuation de l'espèce, c'est archaïque et peut-être que c'est inconscient, mais ça existe, je pense, un peu quand même. Et on reprocherait à la femme qui vieillit d'être un peu à l'image de sa mère. Hein, on ne va pas rentrer dans l'inceste,
Donc on ne peut pas se mettre à regretter l'amour qu'on a porté à sa mère quand on avait 5 ans. Donc c'est pas possible. Donc il y a quelque chose d'impossible là qui se met un peu en place et qui pour moi serait un peu du registre de la transgression. J'entends. Alors, y a un mot qu'on n'a pas prononcé depuis le début, qui est très à la mode. Oui. C'est Euh, parce qu'il est à la mode sûrement que je ne le prononce pas. oui, Hein. mais justement, j'aurais Alors bien c'est voulu quoi? savoir, peut-être vous n'en pensez rien, mais j'imaginais une femme ici dans la pièce qui vous dirait oui, mais les femmes ont intégré les normes du patriarcat. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette histoire? Le terme serait bien choisi, elle aurait tort, elle aurait pas tort. Moi je pense qu'on est toujours dans le patriarcat, oui bien Mhm, sûr, mais on s'en défait pas comme ça. mhm. C'est pas parce qu'il y a le mitouisme ou je ne sais quoi, ou la révolte, que c'est une société qui est faite un peu comme ça. C'est que ça bouge, les gens se Ça plaignent, ça bouge, non hurle, mais ça bien sûr crie, que mais ça bouge. finalement, il y a un Non mais, mouvement de non fond mais il qui faut du continue à être le temps. même. Non mais attendez, Ça va bah pas se faire déjà, en 3 ans. mais c'est depuis des milliers d'années, enfin depuis le monothéisme. Enfin je Mhm. sais pas, si Dieu avait été une femme, ben, on n'en serait pas là. Non, ben, Dieu n'est pas une femme, c'est un homme. Et Jésus, c'est pas une femme, c'est un homme. Bon, etc. Bouddha, c'est pas une femme, c'est un homme. Bon, alors je veux dire que les hommes, enfin il y a quand même une prégnance du masculin. Ils sont bien nés d'une femme de toute manière. Pardon? Ils sont bien nés d'une femme de toute manière. C'était pour la Ah bah, blague. Adam, c'est une grande question. Ah oui. Ah ben, je me demande si il avait un L'origine du nombril. monde, on s'en Mais souvient c'est quand même. l'origine du monde. Hmm. Bon, bref, donc tout ça pour dire, oui, mais Lilith, parce qu'il ne faut pas oublier, Lilith aussi, qui était la femme d'avant Ève, Mhm. et qui était beaucoup plus prégnante, enfin plus forte, et elle aurait pu devenir. Mais effectivement, la tendance à monothéiser aussi le rôle de la société en polarisant sur les hommes, on n'a pas laissé vivre cette Lilith, Mhm. qui était une belle personne. Peut-être mieux que Ève, s'est fait prendre par le serpent. Elle était bête. Et puis c'est même pas une pomme. Il n'y avait même pas de pomme. Moi qui adore les pommes. Enfin bon bref, je ferme la parenthèse. Ces reproches, c'est terrible parce que euh, si on est là, c'est qu'on est unique. Moi, je suis unique, vous êtes unique, mon chat est unique, et les gens que je côtoie sont des personnes uniques dans leur être, enfin dans leur être. Même s'ils sont bêtes, s'ils sont vieux, s'ils sont moches, ben, ils sont uniques et ils ont droit au respect. Il y a un terme qui est très à la mode maintenant, c'est la dignité. Voilà, la dignité, il y a des bouquins qui sortent sur la dignité. Et ben, une femme vieille, elle peut être digne aussi. Elle n'a pas besoin de se faire tirer de tous les côtés. La dignité ne proviendrait pas forcément de la jeunesse, quoi. Ah ben heureusement. Ah ben non, parce que... Ah non, alors là, on serait foutu. Enfin, pardon, excusez-moi, mais la dignité, ça s'apprend. C'est une valeur qui n'est pas incluse dans la pédagogie actuellement. C'est bien dommage d'ailleurs, hein, parce que si on pouvait inclure ces vertus ou ces valeurs ou ces qualités qui nous aideraient à bien vieillir justement. Quand on demande à un enfant de 10 ans, c'est quoi pour toi quelqu'un qui vaut, ben c'est toi. Enfin, je ne parle pas de moi, mais il désigne quelqu'un qui a 30 ans. Oui, mais lui, c'est un vieux. Bon, et tout le monde est vieux à sa manière. C'est très relatif. Mhm. Si je croise quelqu'un de 90 ans, je me dis, bon, ben, lui, il est vieux, il est plus vieux que moi. Bon, vous devez penser que je suis plus vieille que vous. Bon, bref, et tout ça pour dire que ces valeurs-là que l'on pourrait enseigner, enfin, il faudrait revoir toute la pédagogie du féminin, du masculin, de la différence par rapport le concept de l'égalité, c'est complètement idiot. On est tous très inégaux. Donc, mais on est différents. Enfin bon, bref, je mets ça à part. Une égalité de salaire, oui, ou une égalité de traitement, mais pas une égalité pareille. On n'est pas pareil. Donc, que ces valeurs s'enseignent
pour le bien, enfin pas pour le bien vivre parce que j'aime pas ce terme, mais pour continuer dans l'aventure de son âge et jusqu'à la fin et jusqu'à la mort. Parce que la mort, on n'en parle jamais de ce truc. On n'en parle jamais. Mais en fait, pourquoi les hommes, ils ont peur et pourquoi les femmes, elles ont peur de vieillir? Ben parce qu'il y a, c'est l'antichambre un peu de ce qui nous attend tous à la fin. Et ben c'est pas très admissible, c'est tragique, c'est horrible quelquefois, ou c'est pas enfin pas naturel. Enfin, 20 ans de psychanalyse ne suffiront pas, comme dit Woody Allen, ou 30 ans, à se guérir de la peur de la mort. Mais c'est quelque chose qui n'est pas entré dans nos capacités de gestion de notre vie, quoi. C'est très compliqué. Or, ça fait partie du bien vieillir. Alors, le problème, c'est que notre société occulte tellement le concept même de mort, enfin, elle occulte la mort, donc ça veut dire qu'elle occulte les signes extérieurs du vieillissement. Ah, il ne faut surtout pas que ça pende, que ça tombe, parce que si ça tombe dans le trou. Alors, attention les femmes, hein. Bon, et les hommes, ils ont une barbe, alors ils peuvent cacher. Bon, mais c'est quand même embêtant, quoi, tout ça. On va aller sur notre dernière question pour l'émission. Ouais. Daniel Rapoport, selon vous, où va le monde alors? Alors, pour l'instant, je vais aller plutôt dans le court terme, un court moyen terme, parce qu'après, je sais pas, hein, je suis pas une... J'ai pas pris ma boule. Tiens, je vais peut-être prendre ma boule de cristal. Elle est là. Bon, moi, je pense que pour l'instant, il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion, des repères, des identités, de ce qui est vrai ou faux. Bon, on connaît le fake news. Il va y avoir des confusions avec l'IA, là, on ne sait pas trop, le réel, le pas réel, de la confusion. Et les gens, par rapport à ça, ont toujours envie de s'y retrouver. Donc comment ils font pour se retrouver? Ils tombent dans le binarisme, dans le binaire. Donc là, c'est un deuxième point que j'aime pas du tout, c'est une société binaire. J'aime pas, c'est blanc ou c'est noir, c'est FN ou c'est gauche, enfin tout ça c'est complètement rassurant et horrible. Donc c'est quelque chose que l'esprit même, qui en soi est très complexe, mais qui a tendance quand même à la simplification, et bien là du coup vu les peurs qui sont suscitées par tout ce qui se passe, hein, je ne vous ferai pas la somme de toutes nos crises, mais c'est vrai que là, on a tendance à simplifier. Bon, alors, à simplifier d'une part, et d'autre part à se réfugier dans du sécuritaire. Et le sécuritaire, c'est quoi? C'est les gens que je connais, c'est moi-même d'ailleurs, enfin moi-même, soi-même, c'est ma famille, la valeur de la famille, c'est voilà, et puis ça va nous rassurer d'être dans notre pré-carré, voilà. Quand j'achète des légumes, ben maintenant je vais acheter chez mon producteur, voilà, j'ai mon pharmacien, etc., etc. Je pense que il y a un gros problème qui est comment dire, pas le rejet, mais la difficulté déjà de se projeter dans l'avenir, parce que l'avenir n'est pas très réjouissant. Enfin, je sais pas, l'avenir. Hein. Et à partir de là, il y a quelque chose de la notion du progrès qui a été cassé. C'est-à-dire qu'avant, je parle par exemple pour me référer à la consommation très identitaire qu'il y avait dans les années 60, on était content d'aller acheter un frigo parce qu'on se disait, mais grâce à ça, je vais avoir une belle maison. Et puis c'est les progrès, tu ne te rends pas compte, je découvre une télévision et un objet. Oh, tu te rends compte, il y a le train maintenant, on va vite, tout ça. Mais c'était tous des progrès qui nous envahissaient dans le plaisir et la projection possible dans l'avenir. Maintenant, le progrès est beaucoup lié à la science. Et la science, elle n'est pas toujours adéquate, elle est plutôt pas claire pour les gens. Il y a des gens qui n'y croient pas. J'ai un ami qui est physicien et qui est prof à Centrale. Et
et qui nous raconte une anecdote sur ses étudiants. Il est, bon, vous devinez peut-être qui c'est, il est spécialiste Einstein. Il racontait Einstein aux étudiants de centrale, de manière très objective, qui est Einstein et ce qu'il a fait, ses théories, ses formules, etc. C'est la science. Et puis, il y a quelqu'un qui intervient, un étudiant de centrale, qui dit « Moi, monsieur, votre Einstein, moi, je ne le sens pas. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a trop tendance à avoir son opinion personnelle, qui est ce qu'elle est, mais qui n'a pas pris le temps de réfléchir, de lire, d'apprendre, d'être dans le temps beaucoup plus long. On est dans de l'émotionnel. Complètement, la catégorie de l'émotionnel a pris le pas sur le raisonnable déjà et le rationnel aussi. Il y a quelque chose qui nous empêche de penser, parce que penser, c'est du temps long. Et l'émotionnel, c'est du temps court. Quand je veux acheter un truc, il me dit « Ah, pouf, je le prends, ça en 2 secondes. » Et puis tout d'un coup, à la caisse, je parle de la consommation, et à la caisse, les gens, ils regardent et disent « Oh là là, c'était peut-être un peu cher ça. Est-ce que je le prends ?» Mais ça a mis du temps. Ça a mis 5 bonnes minutes ou plus. Donc on est dans les signaux aussi qu'on nous envoie beaucoup dans de l'émotionnel. Et ça pète la pensée. Et donc, difficile. Je trouve ça difficile. Alors, pour être un peu plus optimiste, eh bien, nous allons aller chez Elon Musk. Non, c'est ça? Non, je plaisante. Non, mais moi, j'adore la science et les progrès de la science et la pas la cosmétique, la cosmétologie, l'astrophysique. J'aime bien, ça me fait rêver complètement. Donc, il y a des moyens de rêver, il y a des moyens de s'échapper du monde dans lequel on nous assène des catégories binaires. On peut s'en échapper, il y a de la création. Et puis il y a des œuvres d'art, enfin il y a de l'art, il y a de très intéressants. Il y a des gens qui avaient des postes très importants, même de managers et tout ça, qui se mettent à devenir des artisans, des vitraillers, des plombiers, des menuisiers, tout ça. C'est très intéressant. Donc ça veut dire ce retour à la main, au manuel, l'humain, à l'humus, au travail de la terre aussi. Et puis à quelque chose qui ressemble un peu à notre état d'être, des êtres de vie qu'on pourrait partager avec d'autres vivants. Les animaux, je ne vais pas vous faire le coup de l'arbre qu'on embrasse et dont on s'imprègne de sève, etc. Non, c'est pas ça. Mais c'est quand même toute la catégorie des vivants, moi ça me plaît bien. Puis ce qui me plaît bien aussi, parce que le monothéisme, ça commence à me fatiguer, quoi. Ça m'énerve, ça me fatigue. Mais je voudrais bien, je sais pas, qu'il y ait des elfes, des fées, des esprits. Et vous savez que je parle aux animaux. Non, mais enfin, on aborde un autre sujet. Donc toutes ces catégories du vivant qui ont des cerveaux, quand même, et ça commence à communiquer. Et on commence à voir que les animaux sont intelligents, que ce ne sont pas des choses. Donc il y a un nouveau statut qui est fait pour les animaux. Et puis voilà, et puis l'allongement de la durée de la vie, ça fait quand même qu'on va essayer de durer le plus tard possible. Danielle Rapoport, merci pour vos réponses en tout cas. Merci. Elles étaient, pour vos questions. Elles étaient assez ouvertes finalement. Je crois qu'elles laisseront les auditeurs sur plein d'images assez sympathiques, notamment les elfes. Voilà. Les elfes. Ah oui, les elfes. Merci. Merci.